Madame, Monsieur, bonsoir. Il a suffi de quelques images de la chaîne de télévision CNN montrant des migrants africains vendus comme esclaves en Libye pour relancer le débat sur l'esclavage en Afrique. C'est une plaie ancienne qui a ainsi été ouverte, si tant est qu'elle n'a jamais guéri. Ce qui apparaît dès lors en toile de fond, c'est l'interrogation à propos des rapports de l'Afrique avec l'esclavage que l'historien Elie Kiambokolo résume par la formule de la dimension africaine de la traite négrière. Comment a-t-elle toujours été vécue en Afrique, cette question? Et peut-on au final en dégager une ligne cohérente? Deux invités nous font l'honneur de venir sur le plateau d'Equinox Télévision ce soir pour en débattre avec nous. Bonsoir Patrice Mbibé. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la Fondation Siècle des Lumières pour l'Afrique. C'est une fondation qui, visiblement, fait beaucoup de choses, mais on n'entend pas toujours parler de ce que vous faites concrètement. Oui, la fondation fait ce qu'elle peut pour le moment, pour une fondation qui est à ses débuts et qui s'attaque à des thématiques, n'est-ce pas, qui ne trouvent pas facilement de l'écho, n'est-ce pas, auprès de l'auditoire. Mais nous le savions d'avance, c'est un défi, c'est un challenge. Et peut-être que vous me donnez l'occasion de dire à peu près ce que nous sommes. Eh bien, nous ne sommes pas, nous sommes un think tank, nous sommes un cercle de réflexion. Et ce n'est pas parce qu'il y a le terme Lumière, Fondation, Cercle des Lumières, qu'on doit penser à quelque chose qui aura un rapport avec les Illuminati ou alors, n'est-ce pas, un cercle où on traite de choses ésotériques. Nous disons quelque chose qui est simple. Tous les grands peuples, tous les peuples qui ont connu un essor dans l'histoire de notre humanité, ils ont eu un siècle de lumière. Et le tout premier peuple, c'est le peuple égyptien, c'est-à-dire nous les Noirs, nous sommes les premiers. C'est pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Voilà. Mais la connaissance, donc, la connaissance commence en Égypte. Les pharaons, c'est la plus grande lumière. L'Égypte pharaonique, c'est la plus grande lumière du monde, peut-être à ce jour. Et les Grecs viennent chercher cette lumière. Absolument. Lumière, connaissance. N'est-ce pas? Apollon, dans la mythologie, dans le panthéon grec, c'est le dieu de la lumière, mais les lumières intellectuelles. Tout à fait. Parce que c'est Hélios qui est la lumière du jour. Donc les Grecs viennent chercher cette lumière. Aujourd'hui, c'est établi, il n'y a plus de débat dessus. Thalès, Pythagore, etc. Et c'est cette connaissance qui va faire la Grèce que nous connaissons. Absolument. Voilà, la grande Grèce éternelle. Oui. Voilà. Et cette connaissance, ensuite, va être récupérée par Rome. C'est ce qu'on appelle, je parle ici de la translatio studiorum, c'est-à-dire comment la connaissance a circulé depuis son berceau égyptien. Donc, avec les empereurs romains catholiques, notamment Théodose et Justinien, on va fermer les écoles d'Athènes, donc le lycée d'Aristote, l'académie de Platon, ainsi de suite. Et on va chasser ces savants qui vont se retrouver en Perse. Gondi, Chapour. Alors là, maintenant, c'est les Perses qui vont tenir le flambeau. Et pour vous montrer un peu la vocation de notre fondation, il y a un roi sassanide, ça c'est la Perse sassanide, donc, qui va menacer, n'est-ce pas, l'empereur romain Justinien, voilà, de ne plus faire souffrir les savants, de ne plus faire souffrir les philosophes et les savants. Donc, pour être bref, cette connaissance va passer chez les Arabes, les Omeyyades d'abord, les califes de Bagdad, des Abbassides après, et puis les Omeyyades vont réintroduire ce savoir, à travers l'Andalousie, en Espagne, et puis ce savoir qui va donc finalement remonter pour faire la Renaissance européenne en Italie, précurseuse du siècle des Lumières. Donc, l'Europe, on parle de siècle des Lumières. Absolument. En allemand, on dit Aufklärung. Qui va conduire à... Qui va donc conduire à... Et le problème avec les Lumières de la connaissance, c'est qu'elles donnent en même temps la domination. Et ceux qui ne la cherchent pas, ceux qui n'en font pas véritablement la pierre philosophale,
vont être les dominés. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est ce que l'Afrique n'a pas pu faire. Alors, l'Afrique, justement, nous questionnons son rapport, justement, à ce curriculum studiorum. Nous questionnons son rapport. Elle qui est, n'est-ce pas, le berceau, elle qui est en fait le propriétaire, les autres ont acquis les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, son rapport à ce savoir? Et nous questionnons évidemment l'espace médiatique, pas d'émissions sur la science, pas d'émissions sur les humanités. Nous questionnons le problème de la lecture en Afrique, le rapport de la jeunesse à la lecture, et ainsi de suite. Donc je termine en soulignant quand même que Meiji, Meiji en japonais, ça veut dire lumière. Oui, tout à fait. Voilà. Donc l'ère Meiji. La révolution Meiji de 1868 qui va mettre le Japon sur les rails. Justement, et si vous lisez la première constitution de l'Empire Meiji, qu'on a appelé le rescrit impérial, donc, qui a 5 articles, le 4e article dit clairement que la science sera recherchée dans le monde entier par tous les moyens. D'où suit donc cette fameuse mission Iwakura qui a parcouru le monde entier. Voilà. Tout à fait. Voilà. Je souligne d'ailleurs que la politique économique du Japon, qui a fait du Japon ce qu'elle est, a été puisée en Allemagne, auprès en fait, c'est les théories de Frédéric List, on pourrait en parler à une autre occasion. Donc, ainsi de suite. Voilà. Tout à fait. Donc, merci Patrice Mbimbe, monsieur le coordonnateur de la Fondation Siècle des Lumières, d'avoir accepté l'invitation d'Equinox Télévision pour nous éclairer sur la question de l'esclavage. On reviendra probablement à l'avenir sur le travail de votre fondation, qui est un travail, il faut le dire, salutaire. Alors, avec vous ce soir également, le docteur Alexis Tage-Kake, vous êtes historien. Vous enseignez, vous êtes historien, mais surtout spécialiste des questions d'Égypte, égyptologue. Et vous enseignez au département d'histoire de l'Université de Yaoundé 1. Bonsoir. Bonsoir, Guizot. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le département d'histoire, notamment la branche égyptologie, elle se porte comment aujourd'hui à l'Université de Yaoundé 1? Au département d'histoire de l'Université de Yaoundé 1, l'égyptologie aujourd'hui est enseigné au niveau 1, au niveau 2, en tant que tronc commun. Et il y a de cela quelques années, je pense bien avant 2012, il existait une spécialisation égyptologie. Tout à fait. À partir de la 3e année. Mais après l'année académique 2012-2013, l'égyptologie s'est fondue dans les civilisations. Et aujourd'hui, on parle de spécialisation civilisation, religion et égyptologie. Et c'est dans le cadre de cette nouvelle spécialisation que les études égyptologiques se font. Au niveau, nous avons des unités d'enseignement qui sont consacrées uniquement à l'égyptologie au niveau 3, et au niveau 4, et au niveau... et ainsi de suite. Voilà. Et parallèlement également, on a des étudiants qui se spécialisent, bien évidemment, dans cette branche en choisissant des thèmes en rapport avec cette science, l'égyptologie. Et on a aussi des étudiants qui soutiennent leur mémoire de master en égyptologie et également des thèses en égyptologie. Il y a un engouement chez les jeunes à étudier l'égyptologie. À cette question-là, j'aimerais dire que nous avons constaté que quand on a des communications à faire, lors des soutenances, et ainsi de suite, on se rend compte que les gens sont les personnes qui assistent à sont très intéressées. Mais malheureusement, au niveau du choix des étudiants, l'engouement n'est pas si manifeste que cela. Bon, peut-être parce que cette science fait face à de nombreuses difficultés, confrontée à de nombreuses difficultés, parce que non seulement la documentation nécessaire n'y est pas, et le cadre également, et aussi peut-être les opportunités que cela offre aux jeunes. Pour être tout à fait précis, les débouchés, il n'y en a pas beaucoup.
Pour ceux qui pensent que le savoir doit nécessairement déboucher sur la recherche de la voix, ah, oui. Là, ça fait problème. Absolument. Voilà. Ok, merci à tous les deux d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Equinox Télévision. Alors, commençons ce sujet qui nous intéresse, celui relatif à l'esclavage en Afrique, avec ces images qu'on a tous vues, diffusées par la chaîne de télévision CNN et reprises en boucle depuis quelques jours et qui ont rouvert donc ce débat lancinant sur la question de l'esclavage. Alors, comment faut-il d'abord comprendre cette notion d'esclavage? Que recouvre-t-elle? L'esclavage est un phénomène aussi vieux que le monde, à la limite, avec cette restriction que au néolithique, n'est-ce pas, au néolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre polie, absolument, ou même avant le paléolithique, n'est-ce pas, à ma connaissance, dans notre secteur de réflexion, nous n'avons pas d'éléments qui établissent qu'il y ait eu l'esclavage à cette période. C'est-à-dire donc qu'en principe, la servitude voilà, commence avec les guerres, comme les violences contre les femmes. Tout ça commence sans doute au néolithique avec l'accumulation. Voilà. Alors les peuples qui vivent encore à un stade considéré comme pré-néolithique, comme les pygmées, parce qu'ils ne font pas encore l'agriculture, ils se déplacent, c'est la cueillette, c'est la chasse. Voilà. Les peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme les Kouraya et les Klamath et autres, donc les aborigènes d'Australie, voilà, qui vivent encore à ce stade-là. En intelligence avec la nature. En intelligence avec la nature, mais nous mettons intelligence entre guillemets. Absolument. Parce que connaître la nature, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? S'ils avaient des cours d'anatomie qui prouvent qu'ils ont étudié vraiment la nature, par exemple, de l'homme jusqu'à connaître comment fonctionnent les organes, ce serait encore mieux. Donc, ils vivent, entre guillemets, en intelligence avec la nature. À ce niveau-là, effectivement, il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de guerre, pratiquement, et les phénomènes de servitude. Donc, nous avons l'impression qu'après, quand commence l'accumulation, les phénomènes de servitude apparaissent. Vous avez un champ, l'agriculture commence, vous avez un champ. Il faut le protéger. Il faut le protéger, là vous allez faire la guerre. Mais quand vous voulez faire une grande dimension, vous avez besoin de gens pour vous aider. Ça va être la famille, mais après, puisqu'il y a des guerres, il y aura des captifs de guerre. Voilà. Et c'est peut-être ça qui va évoluer pour donner finalement l'esclavage, n'est-ce pas? Donc c'est vieux. On peut citer que dans le livre de référence des Juifs et des chrétiens, c'est-à-dire la Torah et la Torah, oui, la Torah, dans l'Ancien Testament, plus la Bible Vulgate qui réunit les deux, on y parle déjà, n'est-ce pas, d'un supposé esclavage des Juifs chez les Égyptiens, n'est-ce pas? Et même, nous hésitons à le dire, parce que comme nous sommes une fondation encore à ses débuts, on ne veut pas se faire des ennemis, mais vous pouvez vérifier en demandant à aux auditeurs de lire Exode 21. Voilà, dans Exode 21, qui est censé se situer à une période où les Juifs seraient donc déjà sortis d'Égypte. Essayez de lire ce que Moïse dit. C'est quand même assez pénible à lire dans un livre comme celui-là. Parce qu'on parle d'une autorisation d'avoir des esclaves. Donc, vraiment, je ne veux pas trop... Donc, comme les affaires religieuses sont délicates, mais chacun peut lire, n'est-ce pas? Exode 21. Pour se faire une idée précise. Voilà. Et d'ailleurs, Exode 21, 20, là, c'est encore véritablement insupportable à lire. Voilà. OK. Alors,
les uns et les autres pourront aller regarder pour voir exactement de quoi il s'agit sur ces questions d'esclavage qui sont évoquées déjà dans la Bible, qui est quand même l'un des livres historiques les plus anciens. Alors, docteur Tagué, Alexis Tagué-Kakeu, à ce sujet, qu'est-ce que vous nous dites, que peut-on retenir, que doit-on retenir de la notion d'esclavage? Comment faut-il la comprendre? J'aimerais dire que le mot esclavage, malheureusement, n'est pas un mot d'une langue, n'est pas un mot d'une langue africaine. Absolument. Ah bon. C'est pas le mot d'une langue africaine. Le mot provient des langues européennes, les langues européennes. Et bien évidemment, comme nous le savons très bien, le mot est aussi un véhicule d'une vision du monde. Et quand je parle d'une vision du monde, il s'agit d'une conception de l'homme, d'une conception du monde et d'une conception de Dieu. Donc, ceci dit, l'esclavage, dans le dictionnaire, dans la plupart des dictionnaires, est défini comme l'état, la condition de l'esclave. Et l'esclave, bien évidemment, provient du mot du latin slavus, et slavus qui renvoie au peuple slave. C'est un peuple de l'Europe, des Balkans, et qui pendant très tôt a été utilisé largement comme esclave dans l'Empire romain. Ouais. Donc, vous voyez très bien qu'à partir d'un terme qui renvoie à un peuple, on a forgé un concept pour traduire la condition dans laquelle se trouvait, ou bien la condition que vivaient ces peuples à un moment donné. Et quelle est cette condition? Bien évidemment, privation de liberté, le fait d'être traité comme une chose. Hein? Le droit romain archaïque définit en fait l'esclave comme celui-là qui est privé de sa liberté, qui est la propriété d'une autre personne, et qui, en réalité, dans sa condition de vie, n'est pas fondamentalement différent d'une chose. Donc, en réalité, c'est un être humain à qui on dénie toute dignité. Il ne peut pas jouir de sa dignité humaine comme le font les autres. Donc, et c'est ce qu'on a vécu, effectivement, dans l'Empire romain, et qui, bien évidemment, c'est comme vient de dire M. Bimbe, d'autres peuples l'ont également pratiqué, comme les peuples asiatiques, ou bien surtout les Juifs et les Arabes. On va y revenir là-dessus. Bien évidemment, c'est une pratique largement répandue. En Afrique, on en trouve, mais à quelle époque? C'est ça la question. Oui. Donc, effectivement, comme le dit le docteur Tagué, il y a une sorte d'universalité de l'esclavage, universalité historique. Voilà, pratiquement tous les peuples ont eu à utiliser la servitude. Il a parlé de Rome, n'est-ce pas? Rome, on peut signaler que les Angles, par exemple, Angles, c'est un peuple qui est à l'étymologie du mot Angleterre. Voilà, les Angles étaient des esclaves, en fait, qui étaient recherchés. Parce que, disait-on, ils étaient physiquement avenants. Voilà. Mais avant, déjà, dans la Grèce, n'est-ce pas, qu'est-ce que le pédagogue? Le pédagogue, c'est l'esclave qui accompagnait l'enfant à l'école. C'est ça l'étymologie du mot. Déjà, en Grèce, toujours, on va commencer à assister, n'est-ce pas, à une sorte de vernis idéologique ou intellectuel, comme caution de l'esclavage. Ainsi, Aristote dira que la guerre, il va jusqu'à dire que la guerre, pour prendre des captifs qui seront utilisés comme esclaves, est juste parce que il y aurait des peuples
qui sont faits pour être, enfin, en raison peut-être de leur manque d'épanouissement ou de leur, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, leur niveau d'évolution, je ne sais pas où, voilà. Ils sont inférieurs. Oui, qui sont appelés à servir d'esclaves. Voilà. Ce qui va nourrir, par exemple, cette rivalité entre Athènes et Sparte. Et Sparte, oui. Bon, il y a d'autres causes idéologiques pour cette guerre. Si vous lisez Thucydide, qui est considéré tout à fait, l'historien Thucydide. Oui, voilà. Il va donner d'autres causes. Oui. Dans la société grecque, comme il a évoqué, comme la société romaine, c'est une société en fait organisée en cités. Oui. Et dans cette société, il y a cité-État, oui. Et dans cette société, il y a ce qu'on appelle des patriciens. Oui. Qui en réalité ont tous les droits, s'arrogent tous les droits. C'est la haute société, les patriciens, absolument. Et c'est ces patriciens qui viennent des patères. Oui, tout à fait. Et parmi ces droits, il y a le fait de posséder une religion que l'esclave ne peut pas. Et non seulement ça, ils sont ceux qui vivent au centre de la cité. Et alors que les esclaves et autres sont dans la périphérie. Ils sont les sous-hommes. Donc, vous voyez très bien que déjà dans la conception et l'organisation de la cité anglaise ou bien à Rome, l'esclave en réalité n'a pas sa place. Bon, donc ceci est important parce que quand nous allons évoluer dans le développement, et pour parler du cas de l'Afrique, on va très bien voir que, bien évidemment, excusez-moi, aujourd'hui, la définition a évolué. Absolument. A évolué. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on tend à considérer comme esclave toute personne qui est privée de ses droits. Absolument. Oui, c'est-à-dire que quand on bafoue les droits de l'homme, bien évidemment, on assimile cela généralement à, aujourd'hui, à l'esclave. On va parler, par exemple, d'une certaine manière. Voilà, là, on met la prostitution, tous les crimes possibles, toutes les maltraitances possibles, et c'est pour dire que la définition d'esclave a évolué. Très bien. Donc, pour revenir à Rome, si vous permettez, tout le monde connaît l'histoire des Spartacus. Parce qu'il faut dire que Rome étant Alexandre le Grand, le Macédonien, le Grec, a fait de très grandes conquêtes. Mais Rome est connue pour être une puissance vraiment basée sur le militarisme. C'est les États-Unis de l'époque, si vous voulez. Absolument. Avec les grands tout ce généraux. Que vous pourrez, voilà. Oui, tout à fait. Les grands généraux. Alors là, vraiment la conquête du monde jusqu'en Angleterre. L'Égypte après, Donc, avec ça, n'est-ce pas, vous avez nécessairement des captifs en nombre de guerre, des prisonniers de guerre en nombre infini, donc qui sont convertis en esclaves. Donc nous connaissons tous les combats de gladiateurs. Absolument. Voilà, ce sont des prisonniers de guerre ou des esclaves, et nous connaissons la célèbre révolte de Spartacus. Spartacus, tout à fait. Donc nous voyons là les images donc de l'esclavage dans l'histoire. Et dans l'Orient, du côté de l'Orient, si nous lisons l'histoire du Vietnam, nous verrons que après 1000 ans de colonisation chinoise, parce que en Afrique, il y a une trop forte victimisation sur la colonisation. La tête des Noirs, oui, mais la colonisation, si vous allez comparer, vous risquez d'être surpris. Parce que le Vietnam, c'est 1000 ans de colonisation chinoise jusqu'à 1050 à peu près, de moins 42 à 1050. Voilà, avant que plus tard les Européens, ils viennent, les Français, les Américains. Donc, il y a la dynastie des Li qui prend le pouvoir, va abolir l'esclavage. Absolument. Donc nous voyons, nous sommes en train de parcourir un peu la galerie historique de l'esclavage, et ainsi on va arriver à Rome un peu plus tard encore avec la christianisation. Et je voulais parler du cas de Saint Augustin, voilà, un des pères de l'Église, qui va lui aussi donner une sorte de caution, n'est-ce pas, une sorte de caution à cela. Parce que Saint Augustin, il dit que
normalement, ça ne devrait pas se faire. Mais si ça se fait, c'est parce que celui qui se retrouve dans des conditions de servitude a commis un péché qu'il va donc expier à travers cette servitude. Donc, l'esclavage parcourt l'humanité et traverse l'humanité depuis longtemps. Il traverse l'humanité depuis longtemps. Et donc, c'est ainsi qu'on va évoluer jusqu'à la grande systématisation qui va venir d'abord avec les Arabes. Absolument. Voilà, une systématisation enfin, de l'esclavage qui va d'ailleurs basculer, changer de dimension et devenir désormais la traite. Absolument. La traite. Parce que l'esclavage, si on met un asservissement, ben, on n'est pas dans la dimension mercantile. Pas du tout, on n'est pas encore dans. Mais là, avec la traite, on passe dans la dimension mercantile. Il y a quelques cas, n'est-ce pas, à Rome, il y a quelques cas où il y a des ventes, n'est-ce pas. Bon, après la conquête de la Judée, voilà, par Vespasien et puis son fils Titus qui achève, quand on lit Flavius Joseph, bon, c'est clair. C'est clair que non seulement tous les objets sacrés du temple sont emmenés à Rome, mais d'ailleurs l'arc de triomphe de Titus, voilà, on figure bien les esclaves qu'on a ramenés, les juifs esclaves qu'on a ramenés à Rome. Oui, qu'on a ramenés à Rome et qui sont vendus. Les autres iront faire dans les combats de gladiateurs, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, il y a quelques ventes. Mais la grande, la grande systématisation va venir sans doute avec cette notion maintenant de traite, voilà, où c'est un commerce, un hyper-commerce institutionnalisé et qui va maintenant victimiser particulièrement les pauvres Africains. Les pauvres Africains. Oui, tout à fait. Et plus tard, donc, après la traite arabe, la traite occidentale transatlantique. Oui, j'aimerais dire que si la guerre semble être une source importante de l'esclavage, il faut aussi bien préciser que dans certains contextes, comme dans les contextes africains, avant la traite arabe et la traite transatlantique, tous les captifs ne sont pas forcément, ne peuvent pas être considérés forcément comme des esclaves. Je veux rayonner là-dessus. Je dis bien, dans le contexte africain, avant les influences arabes, musulmanes et occidentales, bien évidemment, surtout la traite négrière, les captifs ne peuvent pas être considérés fondamentalement comme des esclaves. On va y revenir là-dessus. Oui, puisque de toutes les manières, nous allons aborder absolument, nous rentrons donc de plein pied dans le rapport que l'Afrique a avec cette notion d'esclavage après avoir posé les jalons au plan historique et justement le déroulement dans le monde entier de cette notion d'esclavage. Alors, l'Afrique face à la notion d'esclavage, Patrice Mbimbe, comment on peut comprendre cela, comment cela a été appréhendé en Afrique ici? Alors, la notion, alors le rapport à l'Afrique à l'esclavage, on peut s'y attendre multidimensionnel, avec des zones de lumière, de clair-obscur et peut-être d'ombre. Quand on dit zone d'ombre, c'est parce que il faut dire que, et ça c'est la vérité, ce qu'on appelle en termes techniques l'historiographie, c'est-à-dire le fait d'écrire l'histoire. Du moment que l'histoire de la chasse est écrite par les chasseurs, les lions ne pouvant pas écrire, bon, le récit de la chasse sera toujours différent du récit de la chasse si ça avait été fait par le lion. Donc, tout ce qu'on a comme historiographie, on appelle ça matériau historique ou production historienne, est très eurocentré, très eurocentré. Et donc, aujourd'hui, il y a le mérite, après Cheikh Anta Diop notamment, il y a le mérite à servir, et un mérite à servir à de grands historiens africains qui commencent quand même à montrer dans quelle mesure
on est souvent loin de la vérité quand c'est les autres qui écrivent. Bon, alors c'est pourquoi je parlais de zone d'ombre. Absolument. Bon, alors multidimensionnel. Bon, alors le docteur Tsagé va peut-être avoir d'autres éléments d'appréciation, mais est-ce que les Africains n'ont pas pratiqué la servitude domestique, par exemple, dans leur histoire avant l'arrivée des Blancs? Parce que même, pour revenir à la Torah, n'est-ce pas, Agar était la servante. La servante. Oui. Avant de devenir l'épouse d'Abraham. Avant de devenir, par la force des choses. Oui, l'épouse d'Abraham. Absolument. Voilà. Il y a d'ailleurs, dans ce, on aurait pu l'évoquer, il y a dans ce problème de l'esclavage, de la servitude, beaucoup de nuances selon les peuples. Absolument. Oui, oui, parce que, donc, justement, Agar finit par avoir l'honneur, n'est-ce pas, de donner l'enfant, donc Ismaël, à qui Allah a promis une grande descendance. Bon. Chez les Aztèques, quand on lit chez les Aztèques, alors vous avez à la fois les esclaves qui sont sacrifiés. Vous savez que les Aztèques, pour le dieu Tezcatlipoca, c'est son nom. Tout à fait. On fait des sacrifices. Oui, qui a détrôné le dieu Quetzalcoatl, qui était le dieu paisible. Voilà. On fait des sacrifices humains et on ouvre le cœur et on ouvre la poitrine et le sternum, on sort le cœur encore battant. Mais dans le même temps, les esclaves pouvaient avoir même d'autres esclaves. Absolument. Oui, qui vont travailler pour... Enfin, les esclaves de second niveau qui vont travailler pour l'esclave de premier niveau. Voilà. Et pour aider à rembourser la dette, par exemple, et ensuite, on est libre. Et d'ailleurs, il y a un dieu qui protège les esclaves dans la mythologie aztèque. Donc, il y a plusieurs fortunes. Soliman le Magnifique, l'Ottoman, a fini par épouser une esclave. Et Al-Mamoun, qui est un très grand calife abbasside, n'est-ce pas, qui a créé la maison de la sagesse où on a eu les grands savants comme Al-Khwarizmi, créateur de l'algèbre, est issu des œuvres de son père, Al-Haroun. Et Abraham Lincoln, pour aller plus loin, côté moderne, Abraham Lincoln, le président américain, on connaît, il avait un goût prononcé pour les esclaves, pour les Noirs. Bon, donc, voilà, par exemple. Donc, par exemple, pour aller... donc il y a des nuances. Absolument. Et donc, en Afrique, le rapport qui est fait justement avec la notion d'esclavage, ça va être lequel à partir de ce moment? Est-ce que les Africains eux-mêmes intériorisent, considèrent cette donnée comme essentielle dans leur vécu quotidien? Alors oui, justement, cette partie-là, je vais laisser l'honneur au professeur Tsagé de nous développer ça davantage. Mais il y a des mythes des rois qu'on enterrait et leur corps ne devait pas toucher le sol. Bon, il fallait, ça c'est des mythes proprement africains, c'est pas européen. Voilà, il fallait mettre des esclaves en bas pour que son corps ne touche pas. Bon, là maintenant donc c'est l'historiographie africaine, n'est-ce pas, qui va nous permettre de démêler le vrai du faux. Mais je pense qu'il y a eu des situations de servage domestique en Afrique comme partout ailleurs. À l'issue de conflits, il y avait des guerres bon, je pense que l'historiographie africaine doit pouvoir, parce que si on s'en tient à l'historiographie occidentale centrée, bon, les termes peuvent être un peu plus durs, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent carrément de l'existence de l'esclavage avant leur arrivée. Absolument. Et qu'ils n'auraient profité que de cela. Voilà. Donc, c'est quand même une thèse qui est battue en brèche par Elikia Mbokolo, qui estime que ce n'est pas, c'est davantage, ce sont des Occidentaux qui vont faire accélérer le processus. Docteur Tsagé, est-ce que vous défendez aussi une position comme celle-là? Gizogo, vous savez, le drame des Africains jusqu'à ce jour, c'est le fait de vouloir se connaître à partir de ce que les autres ont écrit sur eux. Parce que ça, je dis bien, la bibliothèque coloniale, malheureusement, continue jusqu'à ce jour à constituer le ressort,
le soubassement de la connaissance, hein, sur historique, je veux dire, même pas seulement historique, dans plusieurs domaines. Et malheureusement, comme vient de le dire Monsieur Patrice Bimbe, malheureusement, cette bibliothèque est, on peut dire victime. En fait, cette bibliothèque, ces écritures sont non seulement subjectives, ethno- ou européocentriques, mais tendent à démontrer en réalité que ce que la mission civilisatrice de l'homme blanc avait sa place. Autrement dit, avant la mission civilisatrice, il n'y a que le noir. Tout ce qui est fait par l'homme noir est mauvais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand les Africains font des efforts pour se connaître de l'intérieur, et quand ils parviennent à démontrer le contraire, très rapidement, on taxe leurs travaux d'idéologie. Et c'est la réalité que nous vivons. Et je le dis pourquoi, parce que vous m'avez demandé si je suis de même avis que Elikia Mbokolo. Ce n'est pas le fait d'être du même avis. Est-ce que les faits prouvent qu'effectivement, l'Africain, bien avant l'Arabe, bien avant l'Occidental, a fait de l'esclavage une réalité de sa culture? Est-ce que l'Africain était esclavagiste? Ou encore, je suis proposé autrement, est-ce qu'on trouvait des esclaves dans nos sociétés africaines? Parce qu'on peut avoir des sociétés esclavagistes et on peut avoir des sociétés à esclaves. Ce qui n'est pas pareil. Et pour répondre à la question, je dirais que j'ai fait des travaux sur ces réalités, sur l'esclavage. Et non seulement sur l'esclavage, je me suis intéressé à la façon, au travail, à la conception, à l'organisation du travail dans plusieurs sociétés africaines. Et je suis arrivé à la conclusion sur laquelle, si nous définissons l'esclave comme la personne, d'après le droit archaïque romain, je dis bien, j'insiste, parce que la définition a évolué, d'après le droit archaïque romain, comme tout être humain qui est privé de sa dignité, qui est exploité traité comme un animal, voire même comme une chose, qui est la propriété d'une autre personne. Je suis un peu déçu de vous dire que ces pratiques-là, on ne les retrouve pas fondamentalement dans notre culture. En égoculture, ces pratiques-là n'existent pas. Bon, maintenant, si on peut évoluer avec la définition, aujourd'hui on dit toute violation des droits de l'homme, encore faudrait-il que l'on sache ce qu'on met dans droit de l'homme. Et si le droit de l'homme, c'est le respect de la dignité humaine, bien évidemment, on ne peut pas dire qu'en Afrique, l'être humain, que tout était idéal. Dans la mesure où les Africains eux-mêmes, depuis l'Égypte ancienne, reconnaissent que le monde que Dieu a fait est un monde, bien évidemment, ce qu'il a fait, ce que Ré a fait, Atum Ré a fait, c'était de mettre à la place du désordre de l'ordre. Et la mission du pharaon, comme de tout roi, comme de tout chef, de tout leader, c'est de tout faire pour maintenir cet ordre. Et j'insiste là-dessus, parce que je vais revenir sur cet esclavage, maintenir cet ordre parce que, bien évidemment, c'est la condition sine qua non pour l'épanouissement de la vie. La vie qui est un don sacré de Dieu. D'où l'impossibilité et l'esclave. Oui. Et je le dis très bien. Quand vous allez dans l'Égypte ancienne, on vous dit toute personne qui meurt
est jugé passe le tribunal devant Osiris. Quelle est la condition pour passer tête haute devant Osiris? C'est d'être juste. Mais il y a les 42 péchés que l'homme ne veut pas faire durant sa vie terrestre. Donc aujourd'hui, les 10 commandements ne sont qu'une fine partie. Et il fallait respecter ces 42 péchés. Ne pas faire ces 42 péchés. Non seulement ne pas faire ces 42 péchés, mais également aider les autres. Aider, parce que quand on pèse votre cœur et avec la plume de marque, s'il c'est en équilibre, bien évidemment, vous avez respecté les 42, mais ce n'est pas très bon. Parce qu'il faut non seulement ne pas faire les péchés, mais il faut aussi permettre à la vie de s'épanouir. Dans ce contexte-là, comment comprendre? Bien évidemment, tout le monde ne pouvait pas respecter tous ces 42. Mais le fait est là, c'est que dans l'idéal égyptien, on voit déjà une volonté de ne pas aller à l'encontre de ce que Dieu a fait de bien. Donc cela nous amène à nous interroger sur cet épisode biblique de la captivité du peuple juif en Égypte, et je reviens encore, bien évidemment, je le dis encore. Oui. Pour comprendre nos sociétés africaines, on doit absolument interroger sa religion. Oui. Elle est centrale. Parce que de sa religion naît une éthique. Oui. De cette éthique, bien évidemment, on peut juger les autres. Vous savez que quand on parle d'ancêtre chez nous, n'est pas ancêtre qui veut. Mais ancêtre ne peut pas être ancêtre qui veut, mais ancêtre qui peut. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans vos villages, dans nos villages, bien évidemment, il y a des personnes qui meurent. On a même peur de donner leur nom aux nouveau-nés. Parce qu'ils n'incarnaient pas l'idéal, le modèle. On a peur que ce nom-là puisse rejaillir négativement sur l'enfant. Dans ce contexte-là, comment comprendre que l'esclavage, tel que je viens de définir, puisse être vu comme une institution, comme dans la société romaine, la société grecque, en Afrique? L'esclave, c'est un mot d'une langue européenne. Et la langue, comme nous le savons très bien, est le véhicule d'une vision du monde. Quand il dit vision du monde, ça dit que comment l'on conçoit l'homme. Quelle est sa place dans la cosmogonie? Oui, la cosmogonie. Or, quand on regarde ça en Afrique, j'ai interrogé ces mots. Chez les Bamileke, on dit pou. Et chez les Bétis au centre Cameroun, il y a un certain nombre de termes qu'on a évoqués pour désigner ce type de personnes. Et malheureusement, quand vous allez en profondeur dans l'analyse et vous comparez des études qui ont été faites dessus, Belois, esclave, c'est suite. C'est ça qui veut dire, oui. Les auteurs ne sont pas unanimes là-dessus. Oui. Ils ne sont pas unanimes. Ce qui, pour vous dire qu'effectivement, ces termes-là, tel que celui-là est traité, ça ne correspond pas à cette définition que je viens de donner. Alors, pour une raison simple. Un exemple très simple. Oui. On a souvent dit que l'un des moyens pour animaliser l'homme, c'est le travail. Oui. C'est le travail. Oui. Mais dans nos sociétés africaines, comme chez les Bétis, ou comme à l'Ouest, ou bien en Égypte, on ne trouve pas des travaux affectés uniquement à ce type d'homme. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est esclave, mais on ne trouve pas des travaux affectés uniquement à ce type d'homme. On va voir que le Belois, ou bien le Belois, lui, il travaille avec les enfants de la famille. Il travaille avec les femmes de la concession. Il travaille avec... En fait, le travail est collectif. Et en ce moment-là, je me pose la question. Pourquoi le travail est collectif? Parce que dans la philosophie africaine, la vie étant sacrée, il ne faut pas tuer la vie. Voilà pourquoi les travaux difficiles étaient faits de façon collective. Donc, si tel est le cas, comment concevoir, comment accepter que l'esclavage soit une réalité en égoculture? Je me pose des questions. Ce n'est pas possible. Alors, Patrice Bilbé. Oui.
fais une parenthèse dessus. C'est-à-dire sur l'Égypte, enfin, la captivité en Égypte. Est-ce que finalement, quand on écoute le docteur Taguet, cette captivité est toute relative, sinon inexistante? Oui, oui, je vais faire une parenthèse dessus avant donc de revenir renouer avec la thématique. Alors, ce qu'il faut dire clairement, c'est que sur le plan historique, n'est-ce pas, c'est pas la Fondation qui le dit, hein, voilà. Donc chacun peut faire ses recherches. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à dater Moïse. Absolument. Voilà, on n'arrive pas à dater Moïse. Et c'est un problème parce que selon la version du film Les 10 Commandements, donc la filmographie, dans la filmographie, vous avez plusieurs, je crois, 2 ou 3, n'est-ce pas, versions de 10 commandements. Alors, celle de Cécile B. de Mal, c'est elle qui est la plus connue. Tout à fait, la plus connue. Oui, qui est un juif, et qui a d'ailleurs dit que les gens ne viennent pas dans les salles de cinéma pour suivre l'exégèse. Voilà, ils viennent suivre, ils veulent le spectacle, ils veulent quelque chose de saisissant et de l'émotion. Donc, si on s'en tient donc à cette version de Cécile B. de Mal, les Juifs, les Hébreux, pardon, seraient donc partis d'Égypte sous le règne du pharaon Ramsès II. Voilà. Le problème, c'est que lorsqu'on cherche la période de Ramsès II, on ne retrouve pas de traces de Moïse. C'est ça le problème. Et les autres contemporains de Ramsès II sont connus. Par exemple, le souverain hittite, Hattusil II, avec qui Ramsès II a signé le traité de paix, qui est au siège de l'ONU à New York. Bon, donc on retrouve les autres contemporains, mais on ne retrouve pas Moïse comme acteur. Donc, et il faut ajouter qu'une récente version, toujours dans la filmographie des 10 commandements ou des Hébreux en Égypte, il y a une récente version, je ne sais pas si elle est de James Cameron, mais où Moïse, au lieu de chercher à ouvrir la mer, cherche plutôt un gué pour passer à pied. Voilà, c'est-à-dire qu'un gué, c'est là où l'eau n'est pas profonde. Pour les donc, qu'est-ce qui se passe? L'université de Al-Azhar prononce en Égypte, qui est l'instance intellectuelle de l'islam sunnite, voilà, décrète que cette version ne sera pas projetée en Égypte. C'est-à-dire que une sorte de fatwa, parce que même les musulmans souscrivent au récit mosaïque et de la captivité des Hébreux. Ils souscrivent. Donc ils ont estimé que cette version est impie. Elle est impie. Donc elle va contre le Coran, puisque le Coran reprend à son compte cette histoire de la captivité. Il ne faudrait pas la remettre en cause. Donc, alors, donc, pour ce qui est de la Bible elle-même, point de référence donc, des 3 monothéismes, grands monothéismes, elle parle tout simplement de Ramsès. Alors, les Ramessides, c'est une très longue dynastie. Absolument. Ils sont au moins une douzaine. Alors, lequel? Donc, c'est le problème. Ce n'est pas nous à la Fondation qui le disons. On parle de quelque chose qui est... voilà. Alors, dans le champ oui. Donc, tout à l'heure, Elikian Bokolo. Bon, nous sommes peut-être d'accord avec Elikian Bokolo, qui est... un éminent historien. Qui fait autorité, et très éminent historien, cité... Parce qu'après les Anta Diop, après les Théophile Obenga, Kizerbo, tout à fait. Après, c'est eux qu'on cite, c'est des gens comme Elikian Bokolo qu'on cite. Bon, en fait, il faut simplement que... Parce qu'il y a un contentieux quand on va chez les Haïtiens, les Haïtiens, chez les Antillais. Ils ont été vendus par les Africains. Et les Noirs américains, les Afro-Américains, bon, vous avez le cas de Mme Lisa Aubrey, bon, qui donc est en train de réhabiliter ou en quelque sorte redonner une vie historique, enfin sortir de l'enterrement, de la tombe, la vérité historique du site de Bimbia au Cameroun. Absolument. Voilà. Dans le sud-ouest. Voilà. Il y a Gorée, il y a au Bénin, le monument à l'ancien fort portugais là, qui à Ouida. Au Bénin, tout à fait. Donc,
d'ailleurs, au Bénin, toujours, il y a ce fameux problème des Agoudas et des familles comme les de Souza, d'Amelda, qui sont d'ascendance brésilienne, d'accord, oui, mais qui, sur place, jusqu'à présent, sont là. Et sont reconnus comme ayant vendu. Oui, étant descendants de personnes qui ont vendu des Noirs. Et eux-mêmes reconnaissent avoir vendu. Bon. Donc, ce que nous, au niveau de la Fondation, on n'est pas encore en mesure d'aller contre l'autorité d'Elikia Bokolo. Déjà, on n'a pas les arguments, c'est son domaine. Il faut simplement que, donc, que ce problème, ce contentieux-là, que des experts comme eux trouvent le moyen de le solder. Par rapport à nos frères qui sont de l'autre côté. Et parce que jusqu'à aujourd'hui, comme on dit en anglais, les scores are not yet settled. C'est-à-dire que les comptes ne sont pas encore soldés. On n'a pas soldé les comptes sur la question. Oui, docteur Tagué, absolument, allez-y. Je vous en prie. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit que en agriculture, tout captif n'est pas forcément un esclave. N'était pas forcément un esclave. Parce que j'ai dit qu'il faut tenir compte de l'évolution. De la définition. Et des contextes. De la chronologie. Absolument. Parce que quand on dit que l'Afrique n'est pas esclavagiste, on ne voudrait pas dire que les Africains n'ont pas vendu leurs frères, n'ont pas participé à la traite négrière, ou bien à la traite arabe. Mais nous disons que leur culture, intrinsèquement, avant de ces réalités-là, ignorait l'esclavage. J'ai dit tout captif n'était pas forcément un esclave. Parce que quoi? Parce que dans nos sociétés traditionnelles, qu'est-ce qui fait la richesse? C'est l'homme. C'est l'homme. Et observez très bien. Vous allez voir que on a tellement écrit sur la polygamie. En fait, celui qui est polygame, c'est parce qu'à un moment donné, il est à la quête de cette richesse humaine. Plus de femmes, c'est plus d'enfants, plus de filles. C'est plus de main-d'œuvre aussi, quand même. Attends, excusez, je vais arriver. Et plus, vous en prie. Et quand il place ses filles en mariage, c'est la richesse en homme. Et on a observé que des rois faisaient même la guerre, pas pour avoir des esclaves, mais pour avoir le maximum d'hommes. Un roi riche, puissant, c'est un roi qui a des hommes. Quand vous n'avez pas des hommes, vous n'êtes rien. Vous êtes un roi sans sujet. Un roi sans sujet. Maintenant, quand vous dites que plus de biens, plus de main-d'œuvre. Plus de main-d'œuvre, pourquoi faire? Parce que le roi, le chef, le dirigeant, le chef de famille, est celui-là qui a pour partager. Quand vous ne partagez pas, vous n'êtes pas un père de famille. Vous n'êtes pas un roi, parce que le roi a quelle mission? En agriculture, le roi est le représentant non seulement des ancêtres, mais également de Dieu. Et il a pour devoir de mettre en pratique ce qu'il incarne. Cette divinité-là, il doit faire à ce que la vie s'épanouisse dans son royaume, ou bien dans son empire, ou dans son village, dans sa famille. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas que ceux-là qui viennent en guerre, qui participent au travail. Tous, même ceux qu'on trouve sur place, tout le monde participe à la production. Et tout le monde en bénéficie en retour. Parce que vous allez voir, il y a tellement de faits qui prouvent que avant, aujourd'hui, on trouve des rois qui accumulent, bien évidemment. Mais avant, un chef de famille, quand on lui laisse les veuves, qu'est-ce qu'il fait? Il les protège. Il les protège. Quand un étranger arrive et qu'on trouve qu'il est de bonne foi, on lui donne des terres. Et si on constate que cet étranger ne met pas ses terres en valeur, on les reprend. Puisque tant que la terre n'est pas mise en valeur, le roi, le chef ou bien autre ne peut pas en bénéficier des retombées pour pouvoir nourrir, assumer ses responsabilités. C'est ça le problème. Alors, oui. Parce que vous avez aussi demandé le rapport de l'Afrique à l'esclavage. Oui, tout à fait. Qu'est-ce personnellement, j'hésite à me déployer parce que je ne sais pas si votre question, c'est le rapport
à l'esclavage ou le rapport à la traite. Ah oui, parce qu'à l'esclavage d'abord et à la traite plus tard. Parce mais qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Parce que je pensais qu'on avait répondu. On a la question de l'esclavage. On a rapport. Oui, votre question, rapport. Est-ce que ça inclut aussi le rapport à la traite? Oui, à la traite. Qu'est-ce qui va provoquer? Comment va se comporter l'Afrique finalement dans ce rapport à la traite? Parce que c'est là le débat de fond, finalement. Alors oui, donc je pense que le docteur Tagué a donc répondu pour ce qui est de la période même. Alors moi, je vais m'appesantir sur la période post. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui. Oui, la traite, c'est-à-dire telle qu'on l'a connue. Y compris la transatlantique. Notre rapport actuel, voilà, à la question de la traite. OK. Donc, alors là, je vais me déployer en 2 ou 3 rubriques. La première rubrique, c'est notre rapport à ceux qui ont les mains sales. Les mains ensanglantées, je veux dire. Voilà. Les catégories qui ont les mains, ceux qui ont trempé. Voilà. Il y a notre rapport maintenant c'est-à-dire par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on retrouve encore des vestiges de ces pratiques-là au sein de nos sociétés? Ça, c'est par rapport à nous-mêmes. Et enfin, par rapport aux intellectuels notamment, c'est-à-dire je veux parler ici du travail de mémoire. Voilà, ou le travail de mémoire. Donc, commençons par la catégorie de ceux qui ont les mains ensanglantées. Bon. Nous avons là les religions qui se sont compromises. Lesquelles? La religion catholique, Bartholoméo de Las Casas, qui a dit... Bon, voilà, j'y arrive. Nous avons des religions qui se sont compromises. Nous avons des familles comme les familles de Sousa au Bénin, qui se sont, comme on venait de le dire, qui sont des descendants de Brésiliens, mais qui sont toujours là. Avant de revenir dessus, je signale déjà que c'est un des Sousa qui a conduit la transition béninoise lors de la conférence nationale au Bénin après le départ de Kérékou. Monseigneur de Sousa. Oui, vous voulez dire, oui, le Monseigneur qui est d'ailleurs un évêque. Absolument, qui est un évêque. Oui, donc voilà, donc c'est un peu ce que je veux analyser. Alors, pour les religions, prenez une religion comme l'Église anglicane. En 2004, l'Église anglicane a publié un mémorandum où elle demande pardon aux Noirs pour la traite négrière. Et le mémorandum dit, premier point, nous, l'Église anglicane, reconnaissons que nous avons trempé dans le commerce, dans la traite négrière. 2, nous reconnaissons que nous avons utilisé les esclaves dans nos plantations de coton, de canne à sucre, etc., Barbade, Guyane, etc. Et nous reconnaissons que nous avons possédé des esclaves, qui d'ailleurs avaient le tatouage AC. Ils étaient tatoués Anglican Church. Bien. Lorsque les Africains, pour un Africain qui est fidèle aujourd'hui de cette église-là, qui s'est autant compromise, nous, on questionne justement son rapport à la traite. Vous demandez qu'est-ce qu'il y fait? Il devrait en parler. On cherche des réponses. Voilà. On cherche des réponses. Et il y a et parmi eux d'éminents, Monseigneur Tutu. Oui, Desmond Tutu. Une bonne frange de Zambiens, je ne sais même pas si mais le président... Kenneth Kaunda, l'ancien président. Non, j'allais plutôt parler de Mugabe, c'est-à-dire que le Zimbabwe. Même les Zambiens, les Nigérians, donc les anciennes colonies anglaises, ils sont nombreux dedans. Oui. Alors, pour nous, c'est un vrai questionnement. C'est un vrai... Des gens qui ont dit que nous, on vous amène à Dieu, et puis ils font l'esclavage et tout, mais on questionne ce rapport. D'ailleurs, lorsque l'Église anglicane a voulu cautionner ou accepter l'homosexualité, le mariage, là, les anglicans kenyans, nigérians, ont menacé
de sortir de l'église anglicane et Mais... créer une église anglicane 2.0 ou alors une église anglicane vers Canal africain. Oui. Mais alors, ils ne sont pas indignés pour l'esclavage. Oui, mais ils s'indignent pour... alors, on se questionne. On se questionne. Oui. Bien, le rapport maintenant à... Mais quand même, Patrice Mbembe, oui. l'Église anglicane a quand même fait, a fait acte de contrition. Oui, mais ça, c'est en 2004. Oui, monsieur, qu'en est-il des autres églises? Bon, alors, qu'en est-il des autres églises? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, l'Église catholique notamment, qui, dans son évolution, c'est-à-dire que telle qu'elle a évolué, n'est-ce pas, dans ce dossier, historiquement, les catholiques se défendent. Ils disent que Paul III, le pape Paul III, alors Paul III c'est après, si vous voulez, Alexandre Borgia, Léon X, Sixte IV, donc c'est la période où on vient de, Christophe Colomb venait d'arriver en Amérique. Nous sommes, et c'est Paul III qui est pape au moment de la controverse, la fameuse controverse de Valladolid. Oui, voilà. Où Las Casas vient défendre les Indiens, en disant, voilà, lequel Las Casas propose donc que pour sauver les Indiens qu'on est déjà en train d'exterminer, on pourrait prendre les Noirs. Absolument. Voilà. Et à cette occasion donc de la controverse de Valladolid, vraiment on est désolé, mais si en conclusion il a été clair qu'on doit désormais considérer que les Indiens, les Amérindiens, parce que c'est un abus de langage de les appeler Indiens, voilà, les Amérindiens, la conclusion c'était que bon, à partir d'aujourd'hui, sachez que les Indiens ont une âme. Mais on n'a rien dit à propos des Noirs. À propos des Noirs. Ils n'en avaient certainement pas. Ben, c'est à eux de nous dire de quel droit, c'est-à-dire qu'est-ce que cette forfaiture historique-là, comment ils ont pu en arriver là de dire que clairement que les Amérindiens ont désormais une âme et on doit donc les traiter en conséquence comme des humains. Et de l'autre côté, alors le film d'ailleurs qui a été tourné sur la controverse de Valladolid, bon, se donne quelques libertés qui ne sont pas confirmées historiquement, même s'il y a des écrits apocryphes. C'est-à-dire qu'il y a quand même des écrits, mais il faut les confirmer. Mais le légat du pape qui a conduit, donc le légat de Paul III, celui que Paul III avait délégué pour conduire cette discussion, bon, dans le film, il dit, bon, voilà, mais... bon, on sait que vous vous plaignez que les plantations vont s'effondrer, l'exploitation des mines et tout, mais on sait que vous vous débrouillez déjà avec les Africains. Et que d'ailleurs, on dit que là-bas, tous les peuples du monde ont déjà domestiqué au moins un animal pour les aider à transporter les charges, donc l'éléphant, le chameau, un peu partout, le buffle en Inde, mais que chez eux, ils n'ont même pas encore réussi à domestiquer un seul animal. Donc, maintenant, l'Église catholique se défend et dit que Paul III avait publié 2 encycliques. Et c'est vrai. Voilà. D'abord, Veritas Ipsa. Veritas Ipsa, donc, c'est la vérité, parce que l'encyclique commence par donc, étant donné que la vérité ne peut pas se tromper, ni ne peut être trompée, ni ne peut bon, etc. Et étant donné que Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même, et qu'il faut amener tous les peuples. Et tous les peuples, ça veut dire tous les peuples, donc, y compris donc, les Noirs et tout. Donc, cette encyclique, en lui-même suffirait, bon, à établir que, bon, voilà, on n'a pas exclu certains d'une quelconque de l'humanité, voilà, de leur statut d'humain. Ils se défendent. Ils se défendent. Et que l'encyclique qui vient après, le Sublimus Deus, voilà, réitère. Et en disant que non, tous ces peuples que vous allez découvrir là, donc là, on est un peu après le traité de Tordesillas, où
comment tu as fait, le Médicis qui était, plutôt le pape, Borgia. C'est plutôt un de la famille Borgia, qui avait donc tracé là et dit que ce côté, l'Afrique c'est le Portugal, et l'autre côté, ça dit qu'on a tracé au niveau du Brésil. Voilà, le Brésil est du côté du Portugal avec l'Afrique, donc du côté est, et tout le reste du côté ouest, ce serait l'Espagne. C'est pourquoi le Brésil parle portugais. Donc, et les autres pays, Chili et tout ça, parlent plutôt espagnol. Donc, ils se défendent, mais nous pensons que quand on essaie d'analyser, la vérité c'est que les pôles 3, par exemple, ils arrivent au moment de la réforme. Voilà. Et l'Église catholique doit réagir à la réforme par la contre-réforme. Donc, elle est occupée, tellement occupée, hein, à sa survie, à sa propre survie. C'est à ce moment qu'on crée l'institution du Saint-Office, c'est-à-dire que l'Inquisition. Voilà, pour tout ce qui... Donc, l'Église catholique est occupée à sa propre survie et ne peut plus vraiment conduire... ne peut plus vraiment prendre en main, c'est-à-dire qu'elle-même implémenter, parce que en fait, lorsque vous allez dans l'historiographie, dans le matériau historique qui existe, on retrouve un certain évêque là-bas, là-bas du côté du Mexique ou du Pérou, quelque part là-bas. Donc, Montesinos qui s'appelle. Voilà. Alors, Montesinos, lui, s'est mis à refuser de donner la communion. À ceux qui avaient des esclaves. Absolument. Oui. Il disait non, je ne vous donne pas, ce sont des humains, je ne vous donne pas la communion. Bon, l'Église catholique aurait pu adopter cette attitude de ne plus donner la communion, des sacrements en tout cas. Vous voyez un peu. Donc, en un mot, l'Église catholique. Nous donnons les éléments d'appréciation, chacun pourra conclure. Je vous pose quand même la question. En un mot, l'Église catholique n'est pas claire sur la traite négrière. Et peut-être aussi vous suggéreriez que les Africains puissent s'en indigner. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Alors, quel est le rapport? Quel est le rapport des Africains à cela? C'est ça le point d'interrogation. Le pape Jean-Paul II est passé à Gorée. Il a émis des regrets. Voilà. Et c'est plutôt les évêques catholiques africains qui ont demandé pardon à l'Afrique. Bon, mais un peu cocasse. Bon, nous pensons que l'Église catholique peut demander pardon. Pourquoi pas? Bon, maintenant, les protestants. Les protestants, vous savez que d'abord l'Amérique est un peu un don des guerres de religion en Europe. Absolument. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont fui les guerres de religion en Europe sont allés s'installer en Amérique. Oui, tout à fait. Voilà. Et je voudrais vraiment faire une parenthèse là parce que après la commotion de Libyenne, là, de la traite en Libye, vous rencontrez des gens qui disent mais qu'est-ce qu'ils allaient même faire là-bas? Ils savent que c'est dangereux, etc. Mais c'est incroyable. C'est incroyable que c'est ça le rapport. C'est encore ça. C'est-à-dire que le crime est là, c'est-à-dire le crime contre l'humanité là. Au lieu qu'on parle du crime contre l'humanité, on va sur la périphérie, qu'est-ce qu'ils sont allés faire, etc. Mais est-ce que ces gens savent que le monde actuel est le produit de l'immigration? Quel est le peuple qui vit là où il est né? Aucun. Aucun. Tout le monde est venu. D'ailleurs, tout le monde est parti d'Afrique. Depuis Toumaï, etc. Tout le monde est parti d'Afrique. Personne n'est chez lui là où il est. Enfin, nous seuls sommes là où on est à peu près. À peu près. Parce que, bon, en plus, il y a des migrations. D'ailleurs, lors du problème de l'apartheid avec Mandela, bon, il paraît qu'on a dit à Mandela, bon d'accord, vous dites que les Blancs, ils ne sont pas chez eux. Oui, mais est-ce que vous-même, vous êtes venus? Donc, il faut un peu tempérer. Oui. Parce que les vrais habitants de là, ce sont les Hottentots. Oui, tout à fait. Et les Bushmen. Les Bushmen, tout à fait. D'accord? Tout à fait. Donc, mais c'est la migration. Tout le monde migre. Mais c'est pas possible qu'on puisse tenir, même si les Camerounais étaient allés voler en Libye. Mais on les met en prison pour vol. On ne peut pas commencer un débat en disant qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas. Non, c'est très indignant d'entendre ce genre de développement de la part d'Africains. Donc, voilà. Alors, donc, si je peux terminer donc, sur les religions. Bon, l'Église protestante maintenant, d'ailleurs, quand ils arrivent, c'est des protestants. Les premières lois qu'ils font
même les premières constitutions des différents États là, interdisent d'ailleurs l'accès aux postes principaux aux catholiques, puisqu'ils se souviennent de ce qu'ils ont subi là-bas. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez à l'église, vous laissez les esclaves, vous revenez les retrouver. Alors, vous faites à l'église, vous faites tout ce qu'on fait avec votre pasteur et tout. Il faut que l'église protestante aussi explique un peu. Oui. On ne demande pas aux gens de quitter leur religion. D'ailleurs, c'est inutile. Jean-Marc Ella a dit que l'Africain est incurablement religieux. De ce point de vue, vraiment, c'est presque impossible même. Mais ce sont des questionnements qui en disent long sur le rapport un peu parfois étrange que l'Africain a vis-à-vis de ceux qui ont... Voilà. Donc, maintenant, le rapport, par exemple, à un pays comme la Mauritanie, voilà. Où l'esclavage reste quand même encore oui, officialisé. c'est en 2014, il y a 3 ans ou 4 ans, qu'ils ont... Enfin, il y avait une première loi de 2006, je crois. Bon, qu'ils ont donc fait une nouvelle loi. Parce que dans la première loi, vous n'aviez que 5 ans de prison si vous achetiez un esclave. Là. Bon, on a fait une nouvelle loi pour doubler les peines. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la Mauritanie dans le cadre de l'Union africaine? Tout ça, c'est des questions sur le rapport qu'on a vis-à-vis de la traite. Voilà. Et on peut développer, comme ça, je ne veux pas monopoliser la parole. Peut-être je peux revenir éventuellement pour d'autres détails. Tagué, oui, vous vouliez réagir sur... le prétexte de cet entretien, c'est la traite des Noirs en Libye. Et je pense que cette traite des Noirs nous interpelle. Et je vous remercie vraiment pour avoir pensé à consacrer un échange là-dessus. Pourquoi cela nous interpelle? Ça nous interpelle parce que aujourd'hui, quand on suit les témoignages des Noirs qui se rendent de Libye, quand on voit des images, c'est horrible et vraiment ça fait mal. Mais nous ne devons pas nous limiter uniquement aux réactions, à l'émotivité, aux réactions émotives ou bien à ces... Nous devrons, à partir de cela, nous poser un certain nombre de questions. Quand j'ai dit nous poser une question, parce que quand vous suivez des gens, on dit mais oh les Libyens ils sont barbares, ils sont ici les Suisses. Mais il faut dire ici que la traite des Noirs en Libye est pour moi une conséquence logique de la trahison progressive et perpétuelle de l'Afrique par les Africains, malheureusement pas par tous les Africains, mais je peux dire par les Africains. Parce que quand on dit quel est le rapport des Africains avec cette question de la traite, j'ai dit, pour analyser ce problème de l'esclavage, il faut tenir compte de la chronologie. Et quand on tient compte de la chronologie, on va se rendre compte que pour la plupart des peuples africains au sud du Sahara, avec le début de la traite transatlantique, on va voir comment non seulement l'Européen ou bien l'esclavagiste européen qui arrive va mettre sur pied des stratégies pour avoir ce qu'il veut, mais on va également voir des fils d'Afrique qui vont adhérer à cette pratique. Et quand je dis des fils, je ne veux pas généraliser. Parce que généralement, vous allez suivre, les gens disent, mais les Africains ont participé, ils ont contribué. Mais je vous donne un exemple très simple. Mais nous, à partir du moment où je viens de dire tout à l'heure que les rois, les leaders politiques, les chefs, et ainsi de suite, sont là pour protéger leur population, il était quand même assez impensable de les voir tous adhérer rapidement à une pratique qui contribue à vider le royaume de leur population. Voilà pourquoi vous allez trouver un peu partout comment ces négriers, ces blancs, ont mis sur pied des stratégies pour armer certains individus, les rendre plus puissants que des chefs, de manière à rendre son pouvoir, peut dire même presque inutile.
Et ce sont ces gens qui ont en réalité contribué à faire mal à l'Afrique. Et progressivement, on va voir bien évidemment s'installer cette pratique qui va bien évidemment se développer sous certaines formes, parce que quand on met fin à la traite transatlantique, cette pratique ne disparaît pas complètement. Absolument. Elle prend des formes insidieuses. Hein? Et j'ai dit, ce qui se passe en Libye est une conséquence d'une trahison de l'Afrique par les Africains. Parce que non seulement ces Africains de cette époque-là ont trahi, contrôleusement trahi l'Afrique, mais aujourd'hui, quand on définit l'esclavage comme toute violation des droits de l'homme, mais soyons honnêtes, dans notre contexte actuel ou bien post-colonial, combien d'Africains peuvent encore dire qu'ils font de l'éthique de leurs ancêtres le ressort de leurs faits et gestes? D'où ce qu'on voit aujourd'hui comme conséquence. Les jeunes sont frustrés à tous les niveaux. Je peux même dire que l'esclavage aujourd'hui n'est pas seulement en Libye. L'esclavage est partout, dans toutes les familles, dans tous les coins de rue, dans toutes les institutions. Exclusion, frustration, maltraitance, pratiques obscènes, et ainsi de suite. Les Africains ont trahi l'Afrique. Ce rapport, oui. On a des gens qui ont également... Alors, qu'est-ce que ce soit au point de vue diplomatique ou au point de vue purement de la société civile intellectuelle, quels sont les comptes qu'on demande aux Ottomans, c'est-à-dire les Turcs? Oui. Il y a un certain, il s'appelle Tidiane, je crois, Ndiaye, qui a écrit un livre récemment, La traite voilée, où il explique que si on ne retrouve pas d'esclaves, on ne retrouve pas beaucoup la peau noire en Turquie, des descendants ottomans. Donc la Turquie, c'est-à-dire que l'Empire ottoman, c'est parce que la plupart des mâles étaient castrés. Bon, donc ils ne pouvaient pas laisser de descendants. Absolument. Bon, qu'est-ce que compte la société civile africaine, les intellectuels, parce que les Claudiciats, bon, d'accord, les Afro-Blondis et tout, c'est bien quand il y a un problème en Libye, mais ce n'est pas ça. C'est un travail. Eux, intellectuels, peut-être pas, mais c'est la société civile. Bon, quels sont les comptes qu'on demande à l'Empire ottoman, enfin, ou du moins à la Turquie? On est dans la coopération avec la Turquie. Il n'y a pas de revendication mémorielle. Bon, les Arabes. Alors, vis-à-vis, nous avons un secrétaire d'État avec le monde islamique et tout. Bon, qu'est-ce qui est fait sur le plan mémoriel? Tout ça, c'est votre question. Quel est notre rapport à la traite? Voilà, sur le plan mémoriel. Quel est notre... Bon, les Occidentaux, oui, d'accord, bon, on ne l'hésite pas sur les moyens. Il y a eu ces débats après la loi. Oui, d'accord, on fait un maximum vis-à-vis des Occidentaux. D'accord, mais les Arabes, les Ottomans, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Hein? Donc comme nous nous apprêtons à sortir de cette émission, qu'est-ce qu'il faut? Le débat de fond, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller vers quoi? Il faut réclamer ces réparations-là. Des réparations. Il faut quoi? Alors, les réparations, oui, c'est difficile de dire avec précision, c'est-à-dire d'affiner. Mais on sait, grosso modo, ce qu'il y a à faire. C'est un travail mémoriel qu'il faut faire. Hein? Il y a eu la loi Taubira le 21 mai 2001. Bon. Pourquoi c'est seulement là-bas, en France, qu'il fallait que la Guyanaise, la brave petite Guyanaise de Taubira, qu'est-ce que c'est elle qui vienne convaincre qu'il faut que... pourquoi les parlements africains, eux, n'auraient pas pu? Pourquoi l'Union africaine n'aurait pas pu donner une directive? Et justement, dans le cadre d'une loi comme celle-là, justement, on vous dit les dates de célébration, hein? On vous dit la judiciarisation qu'il faut faire au cas où il y aurait encore des actes qui se rapprochent de cela. Hein? Vous cogitez dessus. Et on nomme un comité
de gens qualifiés, et c'est le cas avec la loi Taubira. On a nommé un comité de gens qualifiés pour proposer d'abord les lieux de mémoire, hein, et ensuite les actions à faire. Parce que j'aurais commis une grave erreur en sortant de cette émission sans faire le parallèle avec le mémorial juif. Tout à fait. Voilà un peuple qui a autant souffert que nous, et peut-être même moins. Donc là, c'est une polémique. C'est à chacun qui va tirer la couverture de son côté. Que nous, les Noirs africains. Voilà un peuple qui a aussi souffert. Et même s'ils disent que dans le cas, parce que c'est ce qu'il y a eu un procès en France là contre un certain Pétré Grenouillot, voilà, qui a dit qu'il ne faut pas confondre, que pour eux c'était un génocide. Et c'est vrai, parce qu'il y a eu la solution finale de Hitler. On voulait vraiment les exterminer. Absolument. Et que chez nous, avec la traite, on ne voulait pas nous exterminer, puisqu'on voulait plutôt nous utiliser pour travailler. Donc on n'était pas dans une logique de génocide, selon lui. Donc il y a un débat auquel l'Afrique n'a justement pas participé. Donc il y a des associations guyanaises, antillaises qui ont porté plainte contre lui. Tout à fait. Vous voyez un peu. Donc même s'ils disaient ça, mais nous sommes deux peuples. Mais voyez les Juifs, voyez ce qu'ils font en termes de... Il y a un moindre graffiti sur une tombe juive, mais vous allez... Parfois même les chefs d'État doivent venir à la télé pour s'exprimer, des chefs d'État européens. Donc le niveau de notre mémoriel, de notre travail de mémoire est tel qu'il n'y a pas de transmission de génération en génération, et on va retrouver donc des générations qui vont faire des choses encore qui ont été faites dans le passé parce que personne, nous, on a failli dans le devoir de transmission mémorielle, complètement failli. Hein? Comment vous voulez expliquer les plantations de cacao en Côte d'Ivoire avec des jeunes enfants qui travaillent là-bas dans des situations d'esclavage? On explique ça comment? Hein? On ne doit pas l'admettre. On ne doit pas l'admettre. Quand ça se passe, c'est toute la société qui doit se mobiliser. Et nous, à la Fondation, nous en appelons d'ailleurs à un comportement un peu universel de l'intelligence africaine. Lorsque les Yézidis ont été massacrés à la prise de l'État islamique là, dans le plateau de Sinjar, par exemple, mais ils ont été vendus aux enchères. Tout à fait. Ils ont été vendus aux enchères. Les soldats de l'État islamique, les jeunes là, on disait, bon, chacun prend sa femme, et puis certains achetaient pour aller revendre des femmes. Absolument. Mais on est des humains, on est homo sapiens, et c'est nous le berceau de l'humanité, nous les Africains. Ça s'est passé, l'homme est parti d'ici. Si l'homme se retrouve à devoir être vendu, même sous l'État islamique, nous devons réagir. Il ne faut pas qu'on reste dans notre caverne de Platon et on n'en sort pas. Donc, il y a, alors vous demandez ce qu'il faut faire. Non, il faut faire, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'inventer le fil à couper de beurre. Il existe déjà à travers le monde, et notamment la loi Taubira, on peut s'en inspirer. Alors, donc, qu'est-ce que, sur le plan mémoriel, qu'est-ce que ça signifie que ce soit un de Souza qui conduise la transition au Bénin? Sur le plan mémoriel, c'est un scandale. Mais parce que le travail de mémoire n'est pas fait, on ne s'en rend même pas compte. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant de terminale comprenne par rapport à un de Souza qui fait la transition après Kérékou pour la conférence nationale? Qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne si personne ne lui a dit qu'il y a problème là-bas? Donc, et tout le monde est interpellé, tout le monde est interpellé, vous-même les journalistes, n'est-ce pas? Personne ne peut rester indifférent parce que c'est quand même, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence africaine? La diaspora là-bas africaine, etc. Ils sont bien placés pour voir ce qui tel que ça évolue sur leur nez. Et puis engager aussi des actions. Bon, nous saluons quand même l'action du CRAN, par exemple, parce qu'il faut savoir, de l'association noire, qui fait quand même un travail important, mais il faut qu'il le fasse aussi vis-à-vis des Ottomans et des Arabes, pas seulement contre les Occidentaux. Voilà. Et par exemple, dernièrement, ils ont fouillé des archives où on sait que la famille de Tony Blair, par exemple, a été dans le commerce esclavagiste. Ils se sont enrichis là-bas.
Et quelqu'un comme Antoine Seyer, l'ancien président du MEDEF, c'est MEDEF, le patronat français, ils lui ont porté plainte. Bon, sauf qu'on a dit que la loi ne peut pas être rétroactive, ainsi de suite. Mais c'est du travail qu'il faut faire. D'accord. Qu'il faut faire. Et dans les livres, les programmes scolaires, voilà. Ok. Alors, un dernier mot, Dr Tagué? Oui, je disais que Cheikh Anta Diop disait que le premier devoir d'un peuple, c'est de se connaître. Je dis bien, il faut qu'un peuple qui veut aller loin, qui veut avancer, puisse se connaître. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas corriger les erreurs. Et par rapport à cette question de la traite des Noirs qui se passe aujourd'hui en Libye, je dis, si aujourd'hui nous savons, je veux dire, les grands traits, traits du mécanisme de la traite négrière, la traite arabe, les grandes routes, et ainsi de suite, nous, on a très peu fait sur l'impact de cette traite arabe et cette traite atlantique sur les sociétés africaines. Et tant qu'on ne fait pas ce travail, on ne peut pas vraiment tirer des conséquences et changer la manière de faire. Parce que c'est ce travail d'étude de l'impact de cette traite arabe, cette traite transatlantique, sur les sociétés africaines, qui va nous permettre de connaître effectivement ce que nous étions, ce que nous sommes. Et en ce moment-là, l'Africain peut maintenant chercher à renouer avec son humanisme. Je dis bien renouer avec son humanisme. Parce que nos frères, nos enfants, nos sœurs qui sont en Libye, le sont aussi parce que les actes que nous posons dans nos différents pays respectifs ne sont pas en harmonie avec notre idéal éthique, avec notre éthique de vie. Notre éthique de vie veut que l'être humain soit vu comme la créature sacrée, à respecter et à honorer, quelle qu'en soit la région d'où il vient, quelle qu'en soit. Je le dis bien, moi j'ai fait l'expérience qu'en voyageant dans l'arrière-pays du Cameroun, j'ai constaté, je veux dire aussi bien au sud-ouest, au sud, un peu partout au Cameroun, dans les villages, que partout où je passais, on m'accueillait sans me demander d'où je venais. Cela signifie quoi? Ça signifie que dans ces régions-là, dans ces localités-là, dans ces villages-là, l'Afrique n'a pas encore tout perdu. Hein? Elle n'a pas tout perdu. D'accord. Alors, oui, un dernier mot. Oui, tout à fait. Oui. Juste pour dire que les Juifs qui ont autant souffert que nous sont sortis par le haut à travers les sciences et les technologies. Vous le savez que parmi les plus grands savants aujourd'hui, c'est les Juifs. Et c'est ça qui, selon toujours la formule de Francis Bacon qui a été reprise par Descartes, il n'y a pas de savoir sans pouvoir. C'est avec les connaissances de très haut niveau. Parce que ce n'est pas question de savoir simplement calculer le théorème dit de Thalès, et qui n'est pas de lui qui est égyptien. Ce n'est pas simplement ça. Le travail, la connaissance de très haut niveau et le savoir-faire. Et ce n'est que comme ça que nous aussi, nous allons sortir et changer. Nous avions ce document-là sur l'esclavage. L'esclavage pratiqué par les fourmis déjà. Et donc, pour dire que, à la limite même, au début de l'humanité, avant le début de l'humanité, le servage et l'esclavage dans l'humanité, on a dans le règne animal donc d'autres êtres vivants qui pratiquent l'esclavage selon le reportage qui est fait dans ce document par parce que, mais si vous lisez, vous allez voir que c'est bien. Alors, c'est un débat très intéressant qui nous a réunis ici ce soir sur Equinox Télévision dans le cadre de cette édition de Géopolise qui était donc consacrée au rapport de l'Afrique avec la question de l'esclavage et même encore de la traite négrière. Alors, merci
Patrice Mbimbe, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la Fondation Siècle des Lumières pour l'Afrique. Et merci aussi à vous, docteur Alexis Tagekake, historien, égyptologue, enseignant à l'Université de Yaoundé 1, d'avoir accepté de participer à ce débat avec nous ce soir. Je vous remercie aussi, vous, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, d'avoir suivi ce débat pendant 90 minutes. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle émission de Géopolis. C'est uniquement sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui sont plutôt alléchants. À bientôt, madame, monsieur.